Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 2 juin 2021. Nous allons faire une petite revue de l'actualité comme j'ai fait dans mes dernières vidéos. Regardez, juste pour faire une petite introduction, il a fallu que je fasse certains petits ajustements depuis que Twitter a gonné mon compte pour une affaire complètement ridicule, mais il n'y a absolument aucune surprise. Regardez, moi j'avais un compte depuis 11 ans avec eux, et vous savez, quand que des fois, vous pouvez dire des affaires qui ne passent pas d'impatente, vous avez une strike qu'on appelle. Mais les strikes, c'est que comparativement, mettons, à YouTube, ils ne viennent pas qu'ils s'effacent à un moment donné, tu sais. On s'entend qu'à 11 ans, ça se peut que vous ayez des petits écarts de conduite. Alors là, bref, j'ai perdu mon compte Twitter, fait que je me suis réajusté pour faire d'informations, si on peut dire, parce que comme beaucoup de personnes, moi j'ai plus le câble là. Alors j'avais déjà d'autres moyens là pour continuer à m'informer parce que je trouve ça important. Alors, une des raisons pour laquelle aussi que je fais ces vidéos-là, c'est que je veux aussi que vous puissiez avoir certaines informations que vous voyez peut-être pas nécessairement passer dans l'actualité, que vous n'avez pas le temps de fouiller non plus, ainsi de suite. Là, ce que j'ai fait maintenant, c'est que, au lieu de partager la plupart des articles que je voyais directement dans Twitter, ben là, maintenant, je les pose sur ma page Facebook Citoyen Lucide. Là, je le sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire bah, pourquoi Facebook, c'est de la chenoute. Regardez, moi, j'aime pas Facebook non plus, OK? Je ne sais pas encore si je vais m'ouvrir des comptes ailleurs, là, admettons, sur Telegram ou des trucs comme ça, parce que le problème, c'est que, voyez-vous, les Telegram puis tout ça, c'est toutes des espèces de réseaux sociaux qui sont alternatifs et qui sont majoritairement suivis seulement par des complotistes, OK? La raison pour laquelle que j'ai, entre autres, ma chaîne YouTube et Facebook, c'est que ce que je veux, c'est d'être, entre guillemets, grand marché, vous comprenez? Ce que je veux, c'est d'être capable de pouvoir toucher le maximum de personnes. Pas dans un but d'être célèbre ou de me faire quelque chose. Non, mais ce que je veux, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes. Fait que c'est sûr que si on s'en va s'isoler dans des réseaux sociaux qui sont seulement suivis par des complotistes. Donc là, à ce moment-là, vous avez moins de chances de toucher des personnes. Alors, c'est la raison pour laquelle que j'ai ma page Facebook. Puis, regardez, peu importe là, que vous aimiez ça ou pas, moi, je partage des affaires qui, je vous le confirme, que c'est loin d'être politically correct, mais ça passe parce que c'est tout le temps des médias qui sont vérifiés, si on peut dire. Alors, commençons notre petite revue de presse. Alors, vous avez ici l'article que j'ai partagé qui nous dit Mauricie, des restaurants forcés de fermer faute de main-d'œuvre. Alors, c'est pas la première fois que je partage des articles comme ça. En fait, ce que je veux, c'est de vous prouver que, en fait, là, c'est tout simplement exactement ce que voulait le Grand Reset. Et ça, je vous le dis depuis plusieurs fois que, vous savez, il y a certains secteurs de l'économie que le Grand Reset trouvait indésirable et la fameuse pandémie a été une bonne raison pour tout fermer ces secteurs de l'économie-là. Et par la suite, bon, ceux qui survivront, survivront, là, mais la majorité des commerces, là, comme par exemple les restaurateurs et tout ça, il y en a une méchante gang qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend cette main-d'œuvre-là pour l'envoyer ailleurs. Donc, étant donné que la crise a duré vraiment longtemps, ben, c'est sûr que le personnel ne pouvait pas se permettre de tout rester sur la PCU puis sur l'espèce de chômage de Trudeau là, qui ressemble quasiment à du revenu universel. Là. Alors, les gens ont été relocalisés ailleurs, se sont trouvés d'autres jobs. Donc, le gouvernement, au début, lui, a pris ces gens-là et les a envoyés comme préposés aux bénéficiaires. Puis là, ben c'est ça. Donc là, vous avez maintenant des commerçants, des restaurateurs qui ont réussi à passer au travers de la crise, mais là, quand ça vient le temps d'ouvrir, il n'y a plus de personnel. Alors, voyez-vous, malgré le fait que ces gens-là ont tout fait pour... mais là, il n'y a plus personne qui va travailler là. Donc, on a ici, là, le restaurant El Greco qui se trouve à être... c'était dans la Mauricie. Alors, le restaurant aurait fêté cette année son 50e anniversaire. Ben, c'est just too bad. Alors, voyez-vous, c'est des espèces des institutions locales, en fait, là, qui sont plus capables de survivre maintenant. Ben, alors, remercions le Grand Reset.
Alors ici, nous avons un article de la presse qui nous dit « Ça va prendre de l'ampleur, prévient le chef Picard ». Donc je vous résume un petit peu l'histoire. Québec, vous en avez peut-être entendu parler. Québec doit étendre son projet de loi sur les enfants autochtones disparus à la réalité des pensionnats. Donc les pensionnats pour nos chers citoyens lucides de la France. Donc c'est un épisode très sombre de l'histoire du Québec qui est arrivé dans les années 50-60 où ce que, bon, en tout cas, bref, les enfants des Autochtones étaient envoyés dans des espèces d'écoles, là, et bon, il y a eu toutes sortes d'atrocités plates là-dedans, des agressions, tout ça, les Autochtones qui ont accusé de se faire déculticiser, là, en tout cas, si vous voulez dire, parce que vous savez, il y a la culture, mais là, tu sais, là, on les envoie dans des écoles de blancs, ben là, tu sais, ça, en tout cas, bref, fait que toutes sortes d'histoires de même, mais là, voyez-vous, on est rendu que ça fait quoi, là, 60-70 ans de ça, et malheureusement, bref, les Premières Nations ne décrochent pas pantoute. Donc la pièce législative doit être adoptée d'ici quelques jours, mais la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat de Kamloops change la donne. Bon, fait que regardez, ça date encore là de... Bref. Alors on est en train malheureusement de sortir encore des histoires du passé que tu sais, il y a des affaires du passé qui nous permettent d'apprendre de nos erreurs puis qu'on essaye de ne pas répéter, OK? Mais là, le problème, c'est qu'il y a des gens comme eux, entre autres, qui, tu sais, vont aller creuser là-dedans et regardez, je veux pas être plate, mais nos chères Premières Nations vont souvent se servir de des affaires comme ça pour aller quêter des gros chèques au gouvernement, tu sais, pour les compenser de ces affaires-là qu'ils ont vécues, OK? Alors malheureusement, c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux Premières Nations, c'est qu'au lieu de travailler à essayer d'améliorer leur sort, ben, à tout bout de champ, c'est tout le temps des espèces de patentes comme ça qui sortent, puis là, le gouvernement leur envoie des chèques, puis au lieu d'utiliser cet argent-là, qui sont souvent des sommes astronomiques, pour essayer d'améliorer leur communauté, ben malheureusement, il n'y a absolument rien qui change. Puis après ça, ben on fait juste attendre, ça va être quoi la prochaine patente pour aller quêter un autre chèque. Alors, c'est les choses que je reproche beaucoup, malheureusement, aux Premières Nations, c'est de manquer de volonté d'essayer de vouloir s'en sortir. Là. Ils sont toujours dans l'espèce de spirale là, de la victimisation pour des affaires qu'on le sait, c'est complètement inacceptable. Mais là, ce qui se passe en 2021, ça n'a rien à voir. Là. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que ça va encore là pas aider du tout les relations avec les Autochtones. Et puis moi, ben quand je regarde des affaires de même, c'est garde... tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit, là. Fait que, mais en tout cas, bref, donc on va attendre un autre gros chèque. Alors hier, nous avions Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec, qui a suite au projet de loi 96, a voulu essayer d'avoir un petit peu d'explication sur de quoi est-ce qu'il en retournait exactement. Alors, il a invité un certain Guillaume Rousseau, qui est un professeur dans une université de je sais pas quoi, pour essayer d'expliquer exactement qu'est-ce que c'était ce projet de loi-là. Et regardez, j'ai écouté l'entrevue au complet. Et bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, justement, la loi 96, puis je peux vous confirmer que le professeur en question, qui est pourtant spécialisé dans les questions juridiques, a absolument pas du tout répondu à nos attentes ni à nos questions. Et la seule chose que j'ai pu dire de tout ça, c'est que, bon, donc on voit que le gars, c'est quelqu'un qui est un caquiste, là. OK? Donc, probablement quelqu'un qui se magasine un poste là, dans un futur gouvernement caquiste réélu en 2022. On va souhaiter que non, en fait. Alors, tout ça pour vous dire que si vous avez encore des inquiétudes en rapport avec la loi 96, eh bien, je peux vous confirmer que vous avez toutes les raisons de continuer d'être inquiet. Entre autres, là, le professeur, hier, il nous a... Parce que, bon, il y a eu des questions un petit peu entre la différence entre des libertés individuelles puis des libertés collectives, OK? Alors, le professeur nous a, de son aveu, lui-même parlé que, effectivement, ce projet de loi-là, ça ressemblait pas mal plus à des libertés collectives que des libertés individuelles. Mais quand on pense à liberté collective, là, c'est pas de penser à l'individu et à sa liberté individuelle, justement. Alors, les libertés collectives, mes chers amis, eh bien, c'est du communisme, ça. Alors, bref, donc ce professeur-là semble être tout à fait d'accord avec les idéologies communistes. Donc, le projet de loi 96 va être à suivre.
Et un échange que j'ai eu avec une de mes citoyennes lucides, ce qui m'énerve un petit peu de tout ça, c'est que dans l'éventualité où ce que, bon, Éric Duhaime viendrait au pouvoir, OK, écoutez, je veux même pas oser imaginer le nombre de patentes qu'il va être obligé d'aller renverser, que la CAQ a fait, puis tous les autres gouvernements ont fait. Il va falloir repasser l'État québécois sous le microscope électronique. Parce que vous imaginez même pas comment est-ce que... Puis plus ça va avec la CAQ, justement, on s'enligne de plus en plus vers un État communiste, là. Alors, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Alors, au moins, je remercie Éric Duhaime d'avoir essayé de répondre à nos questions avec pourtant quelqu'un qui est supposé être un juriste, là, parce qu'il n'y a absolument personne nulle part qui fait cette job-là. Les journalistes devraient s'en occuper, ils font rien. Ils s'occupent plutôt d'aller voir s'il y a des gens dans les parcs, puis tout ça à cause de la sniffles, là. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Fait que... Bref, donc évidemment, Éric Duhaime, lui, il a quand même un gros background là, dans les médias, entre autres. Fait que bref, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce genre de gars-là parce que lui, ce qu'il veut, c'est d'être transparent. Puis quand on regarde toutes les autres, c'est loin d'être ça qu'on a en politique. Ça, c'est une autre affaire qui est majeure. Donc, vous savez, moi, je suis beaucoup Team Cast, donc Team Pool, en fait, qui est un YouTuber américain qui fait du journalisme, là, en fait, là, qui a plus de 1 million d'abonnés sur sa chaîne et qui, je vous dirais que sa business, ça va de mieux en mieux parce que c'est vraiment un gars que je trouve extrêmement intègre et honnête sur sa couverture des nouvelles américaines, en fait. Donc, entre autres, ça pratique aussi mon anglais, si on peut dire. Alors, bref, il a fait hier une vidéo là, qui parle qu'aux États-Unis, alors vous savez, il y a de ça quelques semaines, le pipeline colonial qu'on appelle, qui se trouve être une espèce de ligne de pipeline sur la côte est américaine, qui a été victime d'une cyberattaque. Bon, là, de qui, on ne sait pas trop. Là. Il y en a qui disent que c'est des hackers russes, là, mais moi, je vous dirais que j'en doute pas mal, parce que quand on sait que dans le plan du Grand Reset, ce qu'on veut, c'est justement provoquer, entre autres, là, des manques de ressources, puis toutes sortes d'affaires de même, de provoquer de l'hyperinflation pour que les gens puissent perdre du pouvoir d'achat et en bout de ligne, donc diminuer la surconsommation, ainsi de suite. Bref, alors, en tout cas. Mais encore là, si on sait que Fauci a pu financer le laboratoire de Wuhan pour créer la Sniffles, ben, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas en quelque part des Américains ou des espèces de George Soros ou des affaires de même qui financent ces hackers-là russes pour justement s'attaquer, bref, là, à la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Donc, le pipeline colonial, puis là, cette semaine, on entend parler maintenant qu'il commence à manquer là, de viande. Alors, dans l'article que j'ai, donc sa vidéo que j'ai partagée, j'ai un article, entre autres, ici qui nous dit en fait qu'effectivement, il y a une très très grosse entreprise aux États-Unis qui s'appelle le JBS, OK, qui est une espèce de fournisseur de viande aux États-Unis qui a été victime donc d'une cyberattaque, puis à cause de ça, bref, là, ça l'a tout dérangé, la distribution de la viande, ainsi de suite, blablabla. Fait que si vous arrivez à l'épicerie prochainement, puis que vous vous rendez compte que la viande coûte un prix pas possible, ben c'est entre autres à cause de des affaires comme ça, OK? Alors évidemment qu'avec une pénurie, donc il n'y a pas d'offre, la demande reste là, les prix grimpent. Alors c'est pas très compliqué, c'est de l'économie 101 ça. Donc, nous, à notre niveau, à nous au Québec, on a d'autres choses que je vais vous parler plus tard, là. Alors, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant. Et on a aussi, justement, comme Tim, lui, bon, il trouve ça bien drôle, là, mais dans les dernières semaines aussi, les médias américains essaient d'inciter de plus en plus les gens à aller manger des insectes, des bébites, bon, en tout cas, bref, toutes sortes de... ça nous tente pas bien, bien. Mais tu sais, voyez-vous, ça, c'est arrivé, cette espèce de discours-là de nous inciter à manger des bébites avant cette cyberattaque-là, comme par hasard, puis là, poup, puis tu sais, vous savez, hein, quand on parle aussi de l'extrême gauche, les environnementalistes, tout ça, la viande, c'est pas bon, ça fait des gaz à effet de serre, c'est de la cruauté animale, bla 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 bla. Voyez-vous, en tout cas, bref, fait qu'on a un drôle de timing encore là, qui fit très très bien avec le narratif du Grand Reset. Alors ici, c'est les deux articles que j'ai mis en commentaire là, qui parlent entre autres de cette situation-là, qui vous l'expliquent plus en détail.
Alors, pour les personnes qui aiment voyager, bon, aux États-Unis, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en Europe, malheureusement, de plus en plus, on voit que, encore là, c'était dans le plan, l'implantation là, du passeport thérapie génisale. Alors, nous avons ici là, la Grèce ainsi que 6 autres pays de l'Europe, en fait, qui sont en train d'implanter le passeport de thérapie génie. Bon, écoutez, là, il y en a qui disent que ça va être temporaire. Donc, ça pourrait peut-être durer quelques mois, puis qu'après ça, ils vont enlever ce certificat-là. Mais on sait très bien que quand on est rendu, qu'on installe des affaires dans ce genre-là, c'est pas pour l'enlever après. Alors, pour les personnes qui voudraient aller voyager en Europe, alors je vais vous donner pour l'instant là, les pays qui sont signataires de tout ça, en fait. Là. Donc, les pays pour l'instant sont la Grèce, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, en fait la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, la Croatie et la Pologne. Et là, bon, nous savons très bien aussi que la France travaille très, très dur là-dessus. J'imagine pour l'instant qu'ils ne l'ont pas annoncé parce que typiquement français, probablement que leur passeport thérapie génisale n'est pas encore tout à fait au point, en fait, là. Alors, bref, il y a ça. On a appris par contre que, apparemment, en tout cas, que le Royaume-Uni avait laissé tomber son idée du passeport thérapie génisale. Bon, alors là, je ne sais pas si ça va s'appliquer aussi aux voyageurs étrangers, mais bon, alors on voit qu'il y a certains endroits qui le mettent, d'autres qui ne le mettent pas, mais présentement, dans l'Union européenne, de toute façon, le Parlement européen a voté en faveur de l'implantation du passeport thérapie génisale. Fait que pour les personnes qui voudraient aller voyager en Europe, soyez prévenus. Alors, toujours dans la même veine du passeport thérapie génisale, nous avons ici un autre article du Journal de Montréal qui nous dit « Preuve vaccinale des enjeux de sécurité soulevés sur le code QR ». Les informations contenues dans les codes QR envoyés en guise de preuve vaccinale au Québec sont relativement aisées à lire puisqu'elles ne sont pas chiffrées, soulevant des enjeux de sécurité. Ce dernier contient des informations telles que le nom, la date de naissance et le sexe de la personne ainsi que la date, l'heure et le lieu où elle a obtenu sa thérapie génie. Mais on sait très bien qu'il va y avoir bien d'autres informations qui vont être en arrière de ça. Ainsi, si quelqu'un partage une photo de son code QR sur les réseaux sociaux, par exemple, il est possible d'en extraire les informations qui s'y trouvent. Et après ça, être victime de vol d'identité. Donc, je vous ai parlé tantôt là, de la viande aux États-Unis, que là, vous avez une pénurie, OK? Donc, au Québec, on s'enligne exactement sur la même affaire, mais cette fois-là, pas à cause d'une attaque de pirates informatiques, non. À cause d'une bande de syndiqués qui, c'est des gens qui gagnent actuellement un salaire de plus de 20 de l'heure dans les abattoirs, là, celui de Saint-Anselme, entre autres, qui est très proche d'ici, OK? Alors, ils sont actuellement en lockout, en grève, OK, pour réclamer une augmentation de salaire, faire passer leur salaire de presque 20 de l'heure à quasiment 30 de l'heure, OK? Alors, pendant qu'ils font leur crise du bacon et que, bref, donc que ça va pas très bien, et surtout que ces gens-là, on voit que c'est pas des personnes qui ont dû très bien réussir leur cours d'économie au secondaire, OK? Alors, évidemment, plus vous augmentez le salaire, quand à un moment donné, vous arrivez à des salaires qui sont complètement pas rapport versus le genre de travail que vous faites, ben ça va faire augmenter le prix des denrées, OK? Alors, ces gens-là vont avoir une augmentation de salaire, mais d'un autre bord, vous avez tout le prix des biens qui vont augmenter à cause de leur petit. Fait qu'en bout de ligne, ils vont avoir absolument aucun pouvoir d'achat supplémentaire. Et aussi, donc, gardez... Là, on parle là, que c'est un abattoir qui est à Saint-Anselme. C'est comme une banlieue de Lévis. Alors, le coût de la vie là-bas, ça n'a absolument rien à voir avec le coût de la vie, admettons, de Montréal puis de Toronto. Alors, quelqu'un qui gagne un salaire de 23 de l'heure dans le coin de Saint-Anselme, c'est du monde qui gagne très bien leur vie. Mais c'est pas grave, on n'en a jamais assez. Alors, qu'est-ce que l'article nous dit? Le cap des 500 000 poulets euthanasiés bientôt franchi. Alors, 500 000 poulets qui ne vont pas se retrouver sur les étagères des épiceries, qui ne vont pas se retrouver dans les restaurants ou dans vos boîtes de bouffe transformée, OK?
En plus d'affecter grandement les chaînes d'approvisionnement des supermarchés et des restaurants désormais autorisés à rouvrir leurs salles à manger, cette grève pourrait se traduire par l'incapacité des autres usines de la coopérative à obtenir la matière première dont elles ont besoin pour transformer la volaille, a fait valoir le porte-parole d'Exceldor. Bon, bravo, mais j'ai aussi posté un autre article qui parle de ça. Alors, c'est encore dans TVA Nouvelles. C'est honteux pour l'industrie, dit un éleveur de poulets. Alors qu'il s'apprête à faire euthanasier 32 000 poulets, Alain Bazinet, un éleveur de Saint-Hyacinthe en Montérégie, qualifie la situation de honteuse pour l'industrie. Moralement, c'est difficile. On passe de la fierté à nourrir les Québécois à une certaine honte, en fait. C'est honteux d'euthanasier des poulets, dit le propriétaire de la ferme Amédée Bazinet. Malgré tout, Alain Bazinet ne peut s'empêcher de penser aux restaurateurs qui commencent à rouvrir leurs portes après une année déjà difficile. Je pense à mes amis restaurateurs qui rouvrent qui vont être dans l'obligation de payer de la viande de poulet hors de prix ou de rayer carrément le poulet du menu parce qu'ils ne seront pas capables de s'approvisionner, regrette-t-il. Alors merci mes bons amis syndiqués, que vous n'avez pas une très très grosse connaissance en économie, OK? Qui, à cause de vos petits chiolages, là, que vous allez pénaliser tout le monde à cause de vos niaiseries. Alors, merci beaucoup. Alors ça, c'est le genre de petites nouvelles que j'aime bien quand même, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à la science, mais la vraie science, on s'entend. Alors ici, nous savons que la Chine a beaucoup de moyens. Bref, en tout cas. Alors pendant que nous, tu sais, que Fasciste Legault était tout content de dire qu'on allait planter des éoliennes là, dans le Grand Nord, en fait. Alors que, tu sais, on sait très bien que cette électricité-là au Québec est tout à fait non rentable. Que nous, ce qui est vraiment l'idéal pour nous, c'est l'hydroélectricité. L'éolienne chez nous, ça n'a absolument pas rapport. C'est très coûteux, c'est de la grosse chenoute, c'est de l'entretien, c'est polluant en plus. Eh bien, nous avons les Chinois qui, eux, travaillent sur la fusion nucléaire. OK. Alors, la plupart des réacteurs nucléaires fonctionnent tous par fission nucléaire. Donc, la prochaine étape, c'est la fusion nucléaire. Alors, c'est un processus qui est extrêmement complexe, là. Alors, la Chine a réussi à maîtriser pendant 2 minutes là, le processus de fusion nucléaire. Alors, c'est sûr que ça va prendre encore du temps, mais bref, donc quelqu'un qui va maîtriser vraiment la fusion nucléaire va avoir une source de production d'énergie quasi inépuisable, OK? Alors, non, mais nous, on préfère pendant ce temps-là là, d'aller gaspiller de l'argent dans des, comme j'ai dit, là, des piquettes avec des hélices dans le Nord. Bravo! Mais ça, c'est le Québec. On n'a jamais aucune vision d'avenir, nous. Alors, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, l'histoire du Grand Reset, comme quoi que les gens qui travaillaient dans les secteurs là, qui ont été fermés à cause du fascisme sanitaire, qui ont été relocalisés dans d'autres domaines, donc ça a été les préposés aux bénéficiaires. Mais là, on va s'attendre à ce que maintenant, il devrait y avoir encore là une grosse vague probablement d'embauche pour que les personnes aillent travailler dans les CPE. Alors, normalement, pour travailler en CPE, il faut que vous ayez une technique en éducatrice. Bref, là, je pense une technique de 2 ans ou 3 ans. C'est quand même long. Alors, au même titre que les préposés aux bénéficiaires qui avaient normalement besoin d'une formation DEP de plusieurs centaines d'heures, là, le gouvernement avait shorté ça. Alors, probablement que vous allez avoir encore là, ils vont dire « Ah, voyez-vous, ça va nous prendre des éducatrices dans les CPE. Fait que, tu sais, on va vous former sur place là, pendant une couple de semaines. Puis après ça, vous allez pouvoir travailler avec des super de bonnes conditions. » Malgré que là-dedans, on voit que les conditions n'ont pas de l'air si bonnes que ça, là, parce qu'il devrait y avoir des grèves, justement. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que, voyez-vous, alors la main-d'œuvre qui aurait pu aller travailler dans l'entreprise privée, entre autres. On parlait des restaurants tantôt. Donc, le gouvernement, non. Donc, il va aller kidnapper ces gens-là pour aller les envoyer travailler dans le système public. Ça va encore là nous coûter une fortune. Moi, les CPE, j'aime pas ça pantoute. En plus, voyez-vous, c'est comme une entrée avant l'école, là.
Alors évidemment, c'est sûr que les techniciennes, les éducatrices dans les CPE, ça commence à enseigner très très tôt aux enfants les histoires woke, là, l'histoire de l'extrême gauche, les histoires d'inclusif, puis de progressisme, puis toutes des maudites cochonneries comme ça que j'aime pas pantoute, là. Alors en tout cas, bref, tout ça pour dire que bon. Alors, mais voyez-vous, c'est encore là une connexion que je voulais vous montrer avec avec le grand reset, comme quoi que sous peu, on va entendre parler le gouvernement qui va essayer de faire une espèce de programme comme les préposés aux bénéficiaires qu'il a fait l'année passée. Bon, alors on a encore un autre petit article qui va nous parler exactement du passeport thérapie génisale. Alors là, ça c'est un article encore là des États-Unis. C'est jamais au Québec qu'on a vraiment des articles comme ça, hein, malgré que l'autre tantôt c'était du Québec, là, mais en tout cas, bref, là, il faut continuer à taper sur le clou. Alors, nous avons ici de Hill. Écoutez bien ça, là, vous allez voir exactement. OK. Donc, ça nous dit ici que les applications là, pour faire du tracking, donc c'est-à-dire vraiment le passeport thérapie génisale complètement, que c'est inefficace, que ça l'amplifie les inéquités et en plus que ça pose là, des problèmes de confidentialité, OK? Donc ça, c'est un petit peu ce que ça disait dans l'article que je vous ai lu tantôt, mais là, je vais juste vous lire une autre affaire, parce que ça, j'en ai parlé à d'autres reprises, mais là, c'est pas moi qui le dis, OK? Je veux juste vous dire que quand que je dis quelque chose, c'est pas de la chenoute, OK? Regardez bien ça. Bon, alors aux États-Unis, premièrement, leur passeport thérapie génisale va être, en tout cas, il a été développé par IBM. Alors, est-ce que vous avez confiance en cette grosse corporation-là, cette grosse multinationale-là, pour, prélever vos informations personnelles et rien faire de malhonnête avec ça? Donc, IBM. Ouais. Bon, alors apparemment qu'aux États-Unis, la thérapie génisation des personnes de race noire ou latino, ben ça se passe pas aussi bien que, admettons, les blancs, OK? Alors, pour toutes sortes de raisons, OK? Puis, venez pas m'embarquer le racisme là-dedans, OK? Donc, la communauté noire et la communauté latino est pas intéressée à se faire thérapie génisée, point final. Donc, posez-vous pas de questions, mais c'est sûr que si eux ne se font pas thérapie génisée, donc ils n'auront pas leur passeport de thérapie génie, ben là, ils ne pourront pas aller à plein de places. Donc, ça devient de la discrimination. OK? Donc, en plus, il y en a qui pourraient peut-être perdre leur job à cause de ça, tu sais. En plus, il y en a qui n'ont même pas de téléphone intelligent. Alors, écoutez bien ça. Donc, si les Américains doivent présenter une preuve de thérapie génie, donc qu'il faut qu'ils fassent scanner leur passeport de thérapie génie devant devant les magasins, devant les écoles ou pour le transport en commun, par exemple. Alors, évidemment, les informations vont être accumulées et ils pourraient être aussi utilisés contre ces personnes-là par, admettons, les forces de l'ordre, OK, qui, admettons, vous faites arrêter. OK, pour X raisons. Donc, le gouvernement pourrait dire, OK, alors, nous allons utiliser toutes les données qu'il y a dans votre passeport vaccinal pour savoir exactement c'est quoi les déplacements que vous avez faits. Et puis là, bon, c'est aux États-Unis aussi qu'il y a beaucoup de sans-papiers, OK? Donc, évidemment, ben là, ça serait les autorités d'immigration, là. Alors, encore là, ça pourrait être discriminatoire envers les immigrants illégaux, si on peut dire. Donc, actuellement, il n'y a absolument aucune loi, aucune protection légale qui pourrait empêcher les policiers d'avoir un mandat pour aller, admettons, voir IBM puis dire, OK, telle personne, tu vas me donner tout son relevé là, de passeport thérapie génisale parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa journée pour essayer de le pogner. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, ça devient encore là des preuves qui peuvent être utilisées contre vous. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, puis c'est ça le gros danger du code QR, là, les gens qui trouvent ça bien cute. Oh, regarde, moi j'ai mon code QR. Ouais, mais c'est parce que ton code QR, là, chaque fois que tu le passes quelque part, c'est enregistré où est-ce que tu es allé, puis après ça, c'est très facile de pouvoir dire, OK, telle journée, à telle heure, toi, tu as fait ça. Après ça, tu es allé là, blablabla, parce que ton téléphone te suit tout le temps. Hein? Mais tu sais, de dire... Parce que des gens qui disent, ouais, mais tu sais, déjà, admettons, Google, Facebook, tout ça te suit. Oui, vous avez raison, c'est vrai qu'ils nous suivent tout le temps, OK? Mais là, le problème, c'est que
Là, c'est le gouvernement qui va avoir accès à ces données-là. Et c'est qui a l'argent dans vos poches tout le temps? C'est qui peut vous envoyer en prison pour aucune raison? C'est le gouvernement. Donc, il faut absolument pas que le gouvernement ait accès à ces informations-là. C'est pour ça que le passeport thérapie génisale, ça fait partie du contrôle de population. Puis après ça, il y a d'autres affaires qui vont venir avec ça. Donc, il faut absolument s'organiser pour que ça passe pas pantoute cette affaire-là. Alors, une autre petite nouvelle légère ici. Nous avons, bon, elle, là, j'ai de la misère avec elle. Elsie Lefebvre, qui a écrit, là, dans le Journal de Montréal. Quand je me suis présenté en politique municipale à Montréal en 2009, c'était l'époque triste de la corruption municipale. La commission Charbonneau donnait des frissons avec des élus, fonctionnaires et des entrepreneurs accoquinés avec des mafiosos. Or, la plus grande ville du Québec a élu Valérie Plante. Son élection aurait-elle marqué l'imaginaire de plusieurs jeunes femmes qui se disent aujourd'hui « c'est possible », car on le sait, les modèles sont très importants pour amener des groupes sous-représentés à se lancer en politique. Donc, année des jeunes femmes mairesses. En 2021, 7 jeunes femmes brigueront les mairies de Gatineau, Rimouski, Sherbrooke, Granby, Québec, Longueuil et Matane. Alors, on sait entre autres le Catherine Fournier, qui est une extrême gauchiste communiste, OK? Alors, regardez, là, Valérie Plante termine son premier mandat. Je pose la question très simple aux Montréalais. Est-ce que vous êtes satisfait de la mairie? Est-ce que vous êtes satisfait de l'administration que Valérie Plante a fait de Montréal? En tout cas, moi, je peux vous dire que de vue de l'extérieur, OK, en tout cas, si j'étais à Montréal, je m'organiserais pour m'en aller à l'extérieur de Montréal, OK? Alors, bref, tout ça pour dire que, regardez, moi, dans mon post, en fait, comme j'ai dit, moi, j'ai absolument rien contre l'émancipation de la femme. Mais quand je lis pareil article et les mauvaises expériences qui viennent avec, donc entre autres Valérie Plante, tu sais, regardez juste dans le, je sais pas moi, dans le gouvernement de la CAQ. Est-ce que vous l'aimez, Geneviève Guilbeault? Est-ce que vous aimez, là, la ministre des CHSLD, là, voyons, je me souviens pas de son nom, là, madame avec les cheveux frisés, là. Tu sais, trouvez-vous qu'elle est bonne, elle? Tu sais, McCann, quand elle était à santé, trouvez-vous qu'elle faisait un bon travail? Tu sais, voyez-vous ce que je veux dire? Fait que, moi, en tout cas, tout ça pour dire que je suis pas épaté plus qu'il faut, en fait, là. Alors, c'est ça. Donc, c'était le petit article là, du petit sujet léger que je voulais partager avec vous. Ici encore, donc, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai très très peu d'estime pour le Collège des médecins du Québec et les professionnels de la santé, et je parle surtout des médecins ici, OK? Alors, nous savons que depuis l'an dernier, à cause de la pandémie, le fascisme sanitaire, il fallait qu'on implante des nouvelles façons pour essayer de protéger les professionnels de la santé. Alors, étant donné que nos médecins ne sont intéressés que par encaisser leur chèque de paye, qui sont d'ailleurs en passant, font partie du 1% des Québécois qui font partie des plus riches, d'accord? Alors, nous avons ici les médecins qui sont plus intéressés du tout à travailler et qui, bon, alors, comme je vous disais, c'est un prétexte, mais là maintenant, ils sont très contents d'utiliser la téléconsultation, OK? Parce que ça ne les tente plus du tout de voir le patient. Alors, nous avons ici un exemple d'un aîné montréalais qui est mort l'an dernier d'un malaise cardiaque au lendemain d'un rendez-vous au téléphone avec son médecin de famille, ayant mené au mauvais diagnostic, un exemple qui illustre les périls de la téléconsultation selon les experts. Alors là, maintenant, nous allons avoir les médecins qui vont dire « OK, ça ne nous dérange pas que vous reveniez à l'hôpital, mais vous allez devoir, par contre, vous faire thérapie génisée. Et si vous ne faites pas thérapie génisée, ça va être le test PCR. Puis ça ne sera pas les tests rapides. Ben non, blablabla, parce qu'il va tout le temps falloir que ça soit compliqué. Donc, nos médecins, honnêtement, honte à vous, OK? Tu sais, vous avez un code d'éthique que vous avez lu, OK, qui est normalement supposé être là pour soigner des patients. Mais là, vous avez remplacé soigner des patients par encaisser l'argent public, OK?
Fait qu'en tout cas, honte à vous, ce gars-là, vous en êtes responsable de sa mort. Vous êtes aussi responsable de la mort aussi de François Legault avec les gens dans les CHSLD l'année passée à cause de sa mauvaise gestion. Ben, les médecins, vous avez une très grosse part de responsabilité là-dedans. Moi, j'ai lu de quoi dans le Collège des médecins l'année passée qui disait « Nous savons que les médecins, vous aimez pas ça vraiment, travailler dans les CHSLD, mais là, on a un effort à faire, OK? » C'était dit exactement, quasiment textuellement comme ça, OK? Fait que bref, moi tout ça pour vous dire que la science médicale, les médecins, j'ai absolument plus aucune confiance en vous. Puis j'espère rester en santé le plus longtemps possible parce que la dernière affaire que je veux, c'est de m'en aller à l'hôpital, puis en tout cas de me faire cuisiner par vous. Puis bref, en tout cas, j'ai aucun respect pour les personnes qui travaillent en sciences médicales. Et je parle des médecins, pas les infirmières. Ça, c'est vraiment complètement différent. Alors, une autre petite histoire légère pour nous faire un petit peu rire avec notre cher Biden, le vieux fou qui a dit de ça il y a quelques jours. Il avait une espèce de je sais pas trop, là, une espèce de rencontre avec des Marines, je pense, quelque chose de même. En tout cas, je sais pas trop. Puis là, ça a l'air qu'il y avait une fille en avant. Puis là, bref, là, il a commencé quasiment à la cruiser devant tout le monde. C'était complètement indécent. Alors évidemment, c'est sûr qu'il n'y a aucun média de gauche qui va parler de ça parce qu'ils aiment Biden, OK? Mais là, ici, nous avons encore Biden qui a fait, encore là, une belle petite niaiserie. Alors, Biden dit que les entrepreneurs noirs, donc il parle des noirs, OK, ne sont pas capables de partir en affaires parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir des... Ils n'ont pas de comptable, ils n'ont pas d'avocat. Donc, ce que Biden est en train de dire, en fait, c'est qu'il est en train de traiter les noirs d'incapables. Parce que si tu te pars une business, c'est normal d'avoir un avocat et un comptable. Mais là, les Noirs sont pas capables d'avoir un comptable ou... Parce que quoi, ils sont pas bons, sont innocents, quelque chose de même. Donc ça, c'est comme ça que Biden a dit ça. Alors, c'est sûr que l'extrême gauche va tout le temps tout pardonner à Biden. Mais quand que vous êtes quelqu'un de conservateur, ben moi, écoutez, première affaire que je me suis dit là-dedans, c'est que dans le fond... En 2021, dire une affaire de même que des Noirs ne sont pas capables d'avoir des avocats puis des comptables, ben c'est, en fait, Biden, là, c'est probablement le président le plus raciste de l'histoire des États-Unis. Si vous aviez dit une affaire comme ça dans les années 70, ça n'aurait pas fait grand-chose. Mais rendu en 2021, d'aller dire une affaire de même. Donc là, dans le fond, vous êtes en train de dire que les Noirs sont une sous-race. C'est quoi? C'est ça que Biden est en train de dire? En tout cas, alors bref, tout ça pour dire que j'avais trouvé ça quand même très comique, mais moi je l'avais dit, en sachant que Biden serait le président des États-Unis, presque à tous les jours, on a des espèces de bourdes comme ça, des gaffes qu'il fait qui sont vraiment très, très comiques, OK? Alors, mes chers soins lucides, eh bien, ça met fin à la petite revue de l'actualité aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous avez toujours le fil de discussion en bas. Alors, écoutez, si vous avez Facebook, puis je vous dis pas abonnez-vous à Facebook, non. Mais si vous avez Facebook puis que vous aimez ça, avoir l'information la plus à jour possible sur des sujets que vous ne verrez pas nécessairement passer dans les médias normaux, je vous invite à vous abonner sur ma page Citoyen Lucide sur Facebook ou sinon, ben c'est ça. De temps en temps, je vais faire là, une petite revue d'actualité comme ça. En fait, ce que je fais, c'est tout simplement de reprendre certains articles que j'ai trouvés marquants en fait dans ma page, en fait, puis je vais vous en parler tout simplement. Alors, mes chers soins lucides, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée à vous. Bye bye.